En 1925, sur le modèle de la Bermuda Race américaine, le journaliste Weston Martyr imagine la course du Fastnet. Les concurrents partent de l'île de Wight, virent le phare du Fastnet au sud de l'Irlande et rentrent à Plymouth. Depuis, la course est devenue une des épreuves les plus prestigieuses au monde. Et en 2021, la Rolex Fastnet Race a vécu une petite révolution puisque c'est désormais Cherbourg-en-Cotentin qui accueille les quelques centaines de bateaux bouclant les 695 milles du parcours. En 2023, la course qui fête sa 50e édition s'élancera le 22 juillet de Cowes. Pour célébrer cet anniversaire, l'association Arrivée Fastnet Cherbourg, qui réunit 4 collectivités, la ville de Cherbourg-en-Cotentin, la communauté d'agglomération du Cotentin, le département de la Manche et la région Normandie, vous propose le roman du Fastnet, un podcast mensuel en 6 épisodes sur les plus grandes heures de cette épreuve presque centenaire. Je suis Pierre-Marie Bourguina et je vous invite pour 30 minutes à feuilleter avec nos invités ce roman du Fastnet. Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode du roman du Fastnet consacré aujourd'hui à la terrible édition 1979. 303 voiliers prennent le départ cette année-là, seulement 86 seront classés à Plymouth, puisqu'une véritable tempête balaie la flotte 36 heures après le départ. Un épisode assez bref, mais très brutal, qui restera dans les annales. 24 bateaux seront abandonnés par leur équipage, 125 marins seront récupérés et la course sera endeuillée par 15 morts et disparus. Une édition tragique, donc une édition unique. Il y aura un avant et un après Fastnet 1979, par l'ampleur de la tragédie bien sûr, mais aussi par les enseignements qu'elle laisse sur l'architecture des bateaux, les lacunes de l'équipement et leur utilisation, ainsi que la conduite à tenir en cas de mauvais temps. 44 ans plus tard, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 2 témoins exceptionnels de cette édition, 2 marins engagés sur la course sur 2 bateaux au destin différents, 2 histoires qui vont se raconter presque en miroir. Est-ce que depuis l'Abervrac, vous me recevez Jacques Carraès? Oui, bonjour Pierre-Marie, je te reçois très bien. Bon, Jacques Carraès, août 79, Jacques Carraès va fêter ses 20 ans et vous êtes équipier sur un bateau brestois, je crois. Tout à fait, un bateau brestois qui est un contention 33, donc 33 pieds, qui s'appelait Alvena. Alvena. Et puis, nous avons également avec nous aujourd'hui Alain Catrineau qui est du côté de Bordeaux dans le Médoc. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Alain, vous avez 31 ans à l'époque de ce Fastnet 79. Vous avez déjà disputé le Fastnet en 1975, donc vous n'êtes pas un bleu, et vous êtes traîné cette année-là un 36 pieds dont je crois que vous avez participé d'ailleurs à la construction. Le 36 pieds en 75, c'était le premier de la série. Et on a été mis à l'eau du début juillet et on a fait le premier Fastnet en 75. D'accord, et le bateau s'appelait Lorelai, Avec Lorelai. la série des Chi 36, c'est bien ça? Voilà. C'est un plan Sparman et Stephens et qui ressemblait beaucoup au Swan à l'époque. D'accord, un bateau assez classique, assez robuste. Assez robuste, mais très marin, puisqu'on a gagné Semaine de La Rochelle, on a gagné Plymouth La Rochelle, on a gagné pas mal de courses. Et on a fait des sélections à la 3/4 tonnes. Donc c'est un bateau qui marchait quand même bien. D'accord. Bon, très bien. Le Chi 36 Lorelai. Alors on va se replacer dans la terrible nuit du 13 au 14 août. Nous sommes lundi. La course s'était lancée l'avant-veille de Cowes dans des conditions assez légères et l'essentiel de la flotte se retrouve 36 heures après le départ en mer Celtique. Je précise que celle qui s'appelle pas encore la Rolex Fastnet Race est ouverte depuis 1973 aux classes 5, donc aux petites unités de même moins de 9 mètres. Et la flotte est déjà assez étalée en mer Celtique entre ceux qui viennent juste de passer Land's End ou qui sont dans les parages des Scilly et les grands bateaux comme Condor qui est déjà en vue du phare ou qui l'a déjà passé. Donc les conditions sont légères en début de course, mais elles vont très vite se dégrader dans l'après-midi du lundi avec un vent qui fraîchit. En début de soirée, la BBC annonce à 13h lors du bulletin météo un avis de coup de vent sur la zone du Fastnet. Le vent prévu, le coup de vent, ça veut dire un vent qui ne doit pas excéder la force 8. Et c'est pas exactement ce qui va se passer, Jacques Carraès, puisque tout va s'enchaîner assez vite avec un vent qui va forcir beaucoup plus que ça. Oui, tout à fait. Les souvenirs sont encore un peu lointains maintenant, mais c'est vrai que cette nuit-là était très particulière avec un vent qui fraîchissait très rapidement et surtout aussi une mer qui était de plus en plus mauvaise puisque au milieu de la nuit, de cette fameuse nuit, la houle et les crêtes de vagues déferlaient, donc ce qui rendait effectivement les bateaux difficiles à vivre.
Alors vous êtes dans quel parage, Jacques, en début de soirée, quand le vent commence à rentrer beaucoup plus fort là? Alors quand le vent rentre, effectivement, pour Alvena et l'équipage, l'idée c'était dans un premier temps de se mettre sous tourmentin, tout simplement, et de capeiller, d'essayer de maintenir un cap toujours en course. Et puis très rapidement, le vent est vraiment devenu très très fort, ce qui fait que l'on a décidé de se mettre en fuite en affalant le tourmentin, ce qui était peut-être pas la meilleure chose. Et malheureusement, dans cette fuite-là, la mer qui s'était largement soulevée nous a fait prendre une vague de côté qui était assez monstrueuse, et ça nous a retourné le bateau et du coup dématé aussi dans le retournement. Donc ça a été le premier choc difficile avec un mât dématé et qu'il fallait se séparer assez rapidement en pleine nuit. D'accord, pas d'équipier sur le pont, tout le monde était à l'intérieur, pas d'équipier par-dessus bord à ce moment-là? Non, alors effectivement, on avait un équipier qui était Yvon Dréau, qui était malgré tout dans le cockpit à la barre pour négocier au mieux les trains de vagues. Et ensuite, un veilleur au niveau de l'entrée du cockpit, un veilleur, Denis. Les autres étaient à l'intérieur à ce moment-là, au moment du retournement. Et c'est Yvon qui a fait le tour complet au bout de son harnais. Il a fait effectivement le tour avec le bateau. Et on a pu le récupérer rapidement au bout de son harnais, puisqu'il était passé de l'autre côté du balcon arrière. Et première chose qu'on a fait, c'est forcément récupérer Yvon Dréau, qui était quand même un peu sonné par ce chavirage. Et ensuite s'occuper du mât avec Bertrand Cudenec, qui était notre skipper. Bertrand Cudenec, célèbre pour avoir créé la voilerie Incidence à Brest. Des conditions extrêmes, Alain Catrino, qui vous rappellent, j'imagine, quelque chose. Vous vous êtes bien secoué également en ce début de nuit sur votre J36. Comment ça se passe? On n'a pas trop senti la tempête, parce que en début de nuit, on était sous spi, on a porté le spi jusqu'à 30 nœuds. Le bateau surfait comme des fous, on était tous à l'arrière du bateau, et on était excités parce qu'on doublait pas mal de bateaux. Et après, on a affalé le spi, on a envoyé un numéro 2, je crois, et on a mis une grande voile à 2 ris. Et là, on marchait, on surfait toujours, et le bateau, nous, on se trouvait à peu près entre 35 milles du Fastnet, à peu près. D'accord. Donc, Et des conditions dures, mais encore maniables. maniable parce que c'est à cause du bateau. On était en travers de la lame tout le temps. De temps en temps, le bateau montait et descendait les vagues dès qu'il y avait un train de vagues. Mais c'était quand même à l'intérieur, on n'aurait pas imaginé qu'il y avait ce mauvais temps. Et l'anémomètre a très vite est monté à 60 nœuds. Là, on a affalé le numéro 2. Et pendant qu'on a fait le numéro 2, on était la grande voile à 3 ris. Et là, on marchait quand même assez vite. Et c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à avoir des fusées et où on a commencé un sauvetage. D'accord. Donc vous êtes encore manœuvrant. On a toujours été manœuvrant. Même quand on a eu les Anglais à bord, on n'avait plus de voile. On marchait à 3 nœuds en travers de la lame, tout le temps manœuvrant. Sauf quand le mât tapait dans l'eau, mais le bateau se relevait violemment de l'autre côté. D'accord. Donc on n'a jamais souffert Par contre, les vagues étaient assez importantes puisque j'ai un feu en tête de mât, moi, et on voyait les brisants au-dessus du feu. Donc des conditions très dures. Alors vous parlez de sauvetage, on va pas tout de suite effleurer cette belle aventure. On va redonner la parole à Jacques Carrez. Donc Jacques, sur votre 33 pieds, 3 cartonneurs là. Donc le bateau se retrouve dématé après ce premier tour complet. Quel est le premier réflexe? J'imagine qu'il y a de l'eau dans le bateau, on cherche à vider le bateau, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, reprendre un peu au moteur, attendre que ça passe. Comment ça se passe dans l'équipage? Oui, effectivement, ça va très très vite. Le bateau dématé, en plus,
C'était des mâts qui étaient posés sur la quille, donc qui traversaient le pont. Le dématage a occasionné une avarie sur le pont qui était assez importante au niveau de l'étambret. Donc on avait quand même une bonne voie d'eau au niveau de l'étambret et également au niveau de la descente, puisque les panneaux de descente dans le retournement, on ne pouvait pas les retrouver. Ce qui fait que la première chose à faire, forcément, c'est de monter sur le pont à quelques-uns pour essayer de se séparer de l'espar, du mât et de la baume, surtout du mât qui est forcément, vu l'état de la mer, ne faisait que défoncer les pavois. Donc ça a été la première opération à monter, c'était donc de cisailler avec des pinces coupantes, de cisailler donc la retenue de ce mât-là. Et ça a été la grosse difficulté parce qu'on était toujours travers aux vagues, bien entendu. Et il y a une deuxième vague qui malheureusement a percuté à nouveau le bateau. Et cette fois-ci, Bertrand Cudenec, qui était notre skipper, qui était très exposé sur le pont, a reçu cette vague de plein fouet et malheureusement son harnais de sécurité n'a pas tenu, c'est-à-dire que je pense que c'est le nœud de chaise à l'époque, c'était pas des épissures cousues, c'était des nœuds de chaise qui frappaient ces harnais-là et le nœud de chaise avait dû glisser et du coup Bertrand s'est retrouvé à la mer. Avec un bateau qui était pas très haut sur l'eau puisqu'on avait déjà reçu énormément d'eau à l'intérieur, le moteur ne pouvait plus tourner, les seaux étaient peu accessible. On avait, je crois, qu'un saut ou deux qu'on avait réussi à retrouver. Donc le premier moment dur, c'était effectivement la récupération de Bertrand qui s'est fait en quelques secondes, si je peux me souvenir. On l'a vu un peu se séparer du bateau dans cette écume blanche qui était forcément l'écume des vagues. Et Bertrand a nagé fortement pour se revenir coller à son Alvena. Et comme le franc-bord était très peu prononcé vu la quantité d'eau embarquée, on a réussi à remonter Bertrand rapidement à bord. Et c'est là qu'on a décidé, effectivement, vu la masse liquide qui était dans ce bateau, qui était devenu très très dangereux, il pouvait se retourner à tout moment. La masse liquide, on avait de l'eau jusqu'à la taille à l'intérieur, donc on a préféré à ce moment-là se dire qu'il était envisageable de gonfler le bib de survie. Et c'est ce qu'on a fait, et en se disant on va rester amarré au bateau tant qu'il flotte. Et malheureusement, l'état de la mer ne nous permettait pas de rester à côté de cette coque qui était à moitié sous l'eau. On risquait de crever de notre bib de survie, donc on a préféré couper et rester donc à la dérive sur ce bib-là dans les premières heures de la nuit. Bon, ça donne froid dans le dos ce récit, Jacques, avec Cudenec à la mer là qui remonte un peu in extremis. C'est des situations extrêmes. Hein. Alors, vous vous retrouvez dans le radeau. Vous, Alain, de votre côté, on a stoppé votre récit. Vous voyez des fusées autour de vous. Alors, c'est pas forcément celles que lanceront le bateau de Jacques Carès que vous voyez, mais d'un équipage anglais vers lequel vous portez. Racontez-nous ça. Enfin, nous, on avait un choix, c'était ou des fusées à bâbord ou des fusées à tribord. Et comme les vagues étaient trop importantes, j'ai choisi les fusées qui étaient du côté de tribord, c'est-à-dire sous le vent. Et là, on s'est approché de ce bateau, on savait pas si c'était un bateau ou on savait pas du tout. Ce n'est qu'en arrivant près de cette masse qui sortait des fusées ou des lumières, qu'on a trouvé une coque, un canot de sauvetage tout noir, avec une lampe des lumières en tête d'une toile qui était assez faible. Et là, on s'est approché d'eux, mais on avait encore la grande voile à 3 ris, et on marchait trop vite. Donc on a jeté un bout, il y a un ou deux types qui se sont jetés à l'eau pour nous attraper, mais c'est de la folie. Donc j'ai décidé de prendre la barre, et on a affalé la voile, on a mis le moteur en route, et on a essayé de faire demi-tour. J'ai pas un moteur puissant, j'ai un 12 chevaux de diesel, c'était pas puissant, mais enfin, au bout d'une demi-heure, on a réussi à virer, revenir en arrière, se représenter par rapport au camp de sauvetage qui nous envoyait des fusées rouges. Et après, on s'est trouvé dans les mêmes vagues que, donc, avec mon bateau à moteur, avec le moteur, j'ai foncé
au maximum de la vitesse. Je me suis retrouvé, je les ai visés en plein milieu. Et comme j'avais des hélices à pas variables, j'ai un coup de marche arrière, le bateau s'arrête en quelques mètres. Donc on s'est trouvé bord à bord. Leur bateau avait une certaine vitesse de déhalage. On a jeté un ou deux bouts. Ils ont récupéré, ils sont tirés et ils sont venus à couple. Donc les premiers qui sont montés à bord du bateau sont montés comme on monte à la traque. Ils sont allés directement à l'intérieur. Et après, il en restait 3 qui étaient dans l'eau, qui se tenaient par la fargue. J'avais une fargue en aluminium ajourée, vous savez. Oui, un rail de fargue, oui, bien sûr. Rail de fargue. Donc, ils se tenaient par là. Nous, on essayait de les soulever, mais on n'y arrivait pas parce que notre bateau dérivait avec eux. Donc, ils avaient tendance à se passer la coque au-dessous. Ouais. Donc là, j'ai ouvert le capot, j'ai demandé aux Anglais de venir chercher leurs copains. À ceux qui étaient à l'intérieur. Ceux qui étaient à l'intérieur, parce que c'était quand même des Anglais qui étaient dans l'eau. Donc ils sont ressortis, parce qu'ils étaient 7. Hein. Ils sont ressortis, ils nous ont aidés. Il y en a un qu'on a réussi à remonter, mais les 2 derniers, on n'arrivait pas à les remonter. Il y en a un qui était hypothermique, parce que quand leur canot a coulé, il était dans sa couchette en t-shirt. Il n'a pas eu le temps de s'habiller. Il a juste mis un harnais, qu'il a mal attaché d'ailleurs. Parce que quand on a pris le harnais pour le soutenir, le harnais passait et monté à travers sa tête. Donc, alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a compris après comment ça se passait. C'est que comme le bateau était en travers, il était arrêté. Moi, j'avais arrêté le moteur et j'avais levé la barre qui était un cockpit. Et on essayait de les remonter, mais on n'y arrivait pas trop. Et le problème, c'est que le bateau se couchait un peu plus. Et chaque fois qu'ils se couchaient, on pouvait les remettre, parce qu'eux flottaient. Donc on pouvait se les reprendre. Donc il y en a un qu'on a... Les deux, quand on les a récupérés, comme le bateau gîtait beaucoup, il y a des moments, quand ils revenaient à l'inverse, ils gîtaient un peu de l'autre côté. Et à chaque fois, ils nous sont arrivés par le haut. Ils nous sont tombés dessus, comme s'ils avaient sauté. Bon, on entend l'émotion encore dans votre voix, Alain. C'est des souvenirs heureux, mais j'imagine de très grandes tensions, parce qu'on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur. La tension, elle n'était pas à l'époque. Hein. Ouais. On se démerdait pour que ça marche. Ouais. Bon, mais en tout cas, ça a marché. Vous vous êtes retrouvé avec 7 Anglais à votre bord en milieu de nuit, plus votre équipage. Vous étiez combien à bord? 6? 6, oui. Voilà. Donc 13. Ils étaient en classe 3, nous on était en classe 4. D'accord. Donc 13 marins sur votre 36 pieds. Comment ça se gère là? Il y a toujours, j'imagine, 50 ou 55 nœuds de vent, une mer énorme. Non, il y avait plus de 60 nœuds parce que nous, on avait une mer quand même. Mais en travers de la lame, on s'en est très bien sorti, hein, parce qu'on marchait à 3 nœuds, un seul type à la barre, attaché, et qui a été relayé au bout de 2 heures, je crois. Et sinon, à l'intérieur, moi, j'ai commencé à faire la cuisine pour tout le monde, mais enfin, comme les gens dégueulaient au fur et à mesure, c'était pas terrible. Bon, épisode et épilogue heureux sur Lorelai, sauvetage réussi. On est toujours dans la nuit, peut-être en milieu de nuit. Jacques Carès, qu'est-ce qui se passe sur le radeau de survie pour l'équipage de Lorelai? Pour nous, effectivement, à ce moment-là, on était dans notre bible de survie, un petit peu à faire l'inventaire de ce qu'on peut y trouver. Et en plein inventaire, d'abord, on n'avait pas de lumière, donc on faisait un inventaire surtout sur l'eau, les fusées, éventuellement l'avitaillement. Et c'est là, malheureusement, dans cette mer déchaînée, que on entend le bruit de la déferlante qui arrive sur nous, et forcément un bib, c'est pas trop fait pour surfer. Comme un vrai sac à patates, il est roulé et on se retourne avec le bib, avec tout le monde, tout l'équipage à l'intérieur, les 6. Donc ça a été une surprise très très anxieuse forcément. Certains sont restés à l'intérieur, d'autres ont été éjectés par les différents passages potentiels des coutures du bib. Et c'est là à plusieurs, on a redressé le bib en pleine nuit avec, je crois qu'il y avait encore 1 ou 2 personnes
à l'intérieur, mais on a réussi à le redresser et de remonter une nouvelle fois à bord. Ce qui était très important, effectivement, c'était d'être doté de nos harnais qu'on avait pu mettre sur le bib. Et donc, à chaque fois, on était retenu heureusement par les harnais parce que le fardage important du bib nous aurait laissé forcément sur place. Donc, ça a été la première angoisse quand même de ce premier chavirement avec le bib, puisqu'on en a fait au total 3 quand même. Donc, au bout de 3, ça commence un petit peu à fatiguer le moral et le psy, et aussi quand même le mental. Oui, et puis il y a ce dont parlait Alain tout à l'heure, il y a aussi les risques d'hypothermie parce que on est au mois d'août certes, mais ça fait plusieurs heures, voire quelques dizaines d'heures que tout le monde est trempé. Comment on vit ça? On se remonte le moral, on se dit que le jour va arriver. C'est quoi les petites discussions de radeau là entre équipiers? Bah, les discussions s'affaiblissent un petit peu au fil des minutes ou des heures, on va dire, parce qu'on n'est pas non plus resté très très longtemps. Je crois qu'on est resté 6-7 heures dans le bib maximum, puisqu'on a été récupéré aussi au lever du jour. Mais les discussions sont faibles, c'est plutôt des regards. Je me souviens effectivement d'essayer au moment où le jour s'est levé, d'essayer d'imaginer une certaine veille. Mais les bâches du bib étaient complètement déchirées, ce qui fait que déjà pour nous c'était important de les tenir avec nos mains pour essayer de se protéger encore des embruns qui étaient nombreux. Donc même si la mer se calmait un petit peu au fil des heures, ça restait encore très dangereux et on risquait à tout moment de se retourner. Donc on avait coupé ce qu'on appelle les réserves de flottabilité qui permettent d'avoir une dérive lente. Parce qu'on avait peur d'arracher les fonds quand on était pris par les déferlantes. Donc, du coup, notre bib était un peu plus libéré. Il n'avait pas d'encre flottante. On les avait enlevés pour pas arracher les fonds à ce moment-là. Donc, c'était quand même des moments anxieux, donc avec peu de paroles. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on était tous jeunes et du coup, on avait quand même beaucoup d'énergie. Et dans ces moments-là, on a presque une énergie à déculper parce qu'au bout du 3e chavirage, on avait encore de la force malgré le froid, on avait toujours de la force pour s'en sortir. Épilogue de l'histoire, Jacques. Au petit matin, 3 retournements donc dans le radeau de survie après le retournement de votre 3/4 tonnes. Comment ça se solde tout ça? Comment ça s'est soldé? Oui. On a eu effectivement la chance de tomber sur la trajectoire d'un bateau anglais qui était un OD-34, un bateau de 34 pieds qui ressemblait un peu au nôtre d'ailleurs, hein, c'est à peu près la même génération de bateaux. Il s'appelait Moonstone. C'est des bateaux qui ont été fabriqués aussi Cornouailles anglaise plutôt du côté de Leamington, plutôt en face de l'île de Wight. Et ce bateau-là, par hasard, nous a aperçus. Et du coup, ils ont eu un très bon geste. Ils ont laissé une bouée couronne au bout d'un orin très très long, un orin d'une 50aine, voire un peu plus, jusqu'à peut-être une centaine de mètres derrière leur bateau. Ils étaient en fuite sous tourmentin. Ils ont donc affalé leur tourmentin. Ils se sont mis à capeiller au moteur avec cette bouée couronne derrière leur bateau. Et comme nous, on avait du fardage important, on a dérivé très vite sous leur vent. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait un premier passage pour qu'on puisse saisir cet orin qui était donc matérialisé avec la bouée couronne. Et au bout du 2e passage, on a réussi à prendre cet orin et se déhaler sur leur franc-bord. Donc ils étaient sans voile, hein, c'était au moteur simplement. Donc on s'est décalé avec le bip sous leur vent. Et là, je peux vous assurer qu'on a une énergie extraordinaire pour monter à bord. On a plongé à l'intérieur de leur bateau, les uns après les autres, dans les fonds, et on s'est retrouvé effectivement sur un 34 pieds. On s'est retrouvé à 12 personnes ensuite pour la suite du voyage. Sur Moonstone, très bien, Jacques. Est-ce que vous vous souvenez, vous, Alain, du nom du bateau dont vous avez sauvé l'équipage? Oui, bien sûr. C'est le nom le plus connu dans les courses de voile. Ah, C'est le bateau Griffin. ah oui, Griffin, c'est un bateau qui appartient au Rourke. Oui. Donc non seulement les Français se déroutent en course pour aller chercher un équipage anglais,
Mais en plus, les skippers et navigateurs qui étaient à bord, c'est des profs qui sont à Southampton, qui apprennent les rudimentaires de la voile, et c'est des professionnels qui sont payés par le Rock. Et le bateau du Rock, le Griffin était tout neuf. Donc je me rappelle de ce nom, oui. On va parler des enseignements de la course et de ses sauvetages. Et pour en Oui, revenir au reste de la course, nous, quand on était encore en direction du Fastnet, on a soit le barreur est tombé, je sais pas quoi, sur la barre, ce qui nous avait viré de bord, et ça nous avait mettre cap au sud. Et cap au sud, c'était vers les Scilly. Donc on n'a pas fait demi-tour pour repartir vers le Fastnet. Donc on est rentré directement vers les Scilly. Quand on est arrivé en fin de journée, et en fin de journée, il y a un hélicoptère qui nous a surveillés, fin de journée, fin d'après-midi, non, début d'après-midi. Et il nous a survolé, et les Anglais, avec des lampes torches, on parlait morse pour dire que Griffin était sauvé, que tout l'équipage de l'Orlaï était là, et de Griffin. Donc on avait le sacré marin qui était à bord, d'accord. Et le alors, marin de Griffin. est-ce que les uns comme les autres, bon, j'imagine c'est des épisodes exceptionnels dans une vie, vous avez conservé des liens avec ces gens, vous Jacques avec l'équipage de Moonstone, vous Alain avec ces Anglais du Rorke là, par la Ben, suite? il y a un surtout on est toujours en contact, c'est avec Stuart Quarry. Stuart Quarry, c'est celui qui était à l'intérieur. Il a compté le nombre d'Anglais qu'il y avait dans le bateau. Il est sorti. Il m'a serré dans ses bras, il m'a dit, on est tous là. Ah oui, oui, on se compte, ouais, ouais, on se compte. Il était étonné même qu'on y soit arrivé, quoi. Et vous, Jacques, l'équipage de Moonstone, des marins que vous avez recroisés par la suite dans votre carrière de navigateur en Manche ou ailleurs, par exemple? Alors, je les ai très peu recroisés. Par contre, on a gardé des contacts pendant de longues années, effectivement. Là, maintenant, on en a beaucoup moins. Mais c'est vrai qu'on a gardé des contacts de proximité aux occasions des fêtes de Noël ou de premier de l'an pour s'adresser quelques mots chaleureux. Et c'était un équipage plutôt de la côte est Angleterre, du côté de Londres. Et on a conservé effectivement pendant de longues années des échanges plutôt par lettres. On communiquait pas encore aussi facilement avec les réseaux sociaux et les mails comme on peut le faire aujourd'hui. Alors, on Quant à comprend. Oui, Alain, Stuart Quarry, c'est lui qui organisait toutes les courses à Covs toute l'année. C'était d'accord, le directeur de course. d'accord. Donc, il n'était pas facile, il n'était pas difficile à recroiser. Oui, je disais que derrière ces récits-là, assez poignants quand même, on voit on est vraiment sur le fil. Des histoires comme ça, il y en a eu bien d'autres qui se sont soldées bien ou moins bien pendant ce Fastnet. Et devant évidemment l'ampleur de cette tragédie, le Rorke a été assez exemplaire puisque suite à la course, une enquête a tout de suite été lancée en collaboration avec la fédération anglaise, la RYK, pour essayer de mieux comprendre ce qui s'était passé. Donc, plus de 250 questionnaires ont été envoyés, ont été dépouillés et ont permis de faire un inventaire assez extraordinaire de chaque cas. Alors je précise pour nos auditeurs que ce rapport du FASET 79, il peut encore se trouver chez les bouquinistes ou sur Internet, sur des sites de vente en ligne. Hein. Moi, je me le suis procuré et c'est vraiment passionnant à lire parce qu'on se rend compte que euh, finalement, le rapport dresse un inventaire complet de tout ce qui a pu, dans un cas comme dans l'autre, mal fonctionner, des cisailles au banc, aux problèmes de batterie mal amarrés dans les bateaux, de gazinières qui volent, les safrans cassés, qu'est-ce qu'on fait d'un mât quand le bateau est dématé, est-ce qu'il faut abandonner le bateau, est-ce qu'il faut pas l'abandonner, quel est le niveau de sécurité réel d'un radeau de survie, etc. Il y a, quel est pour vous, l'un comme l'autre, peut-être Jacques en premier, qui est devenu directeur de course par la suite, quel est le plus gros enseignement finalement que vous tirez, vous, peut-être de votre histoire, mais du Fastnet en général?
Bah effectivement, Pierre-Marie, c'est un enseignement très riche d'avoir vécu une chose comme celle-là. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que ça a permis aussi à faire évoluer beaucoup le matériel de sécurité. Pour notre part, puisqu'on était dans un bib, on a pu relever des difficultés importantes, ne serait-ce que pour s'amarrer au bib, parce qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas de longe, enfin il n'y avait pas de point d'accroche centrale, ce qui fait que quand vous êtes retourné et éjecté, parfois vous traversez carrément avec votre longe le pneumatique et vous avez pas de place pour vous débattre. Donc, ce qui fait que depuis, il y a beaucoup de points centraux qui sont dans les billes pour pouvoir s'amarrer effectivement et éventuellement pouvoir sortir de n'importe quel côté, si je puis dire. Donc ça, c'était important. Les brassières de sauvetage et les harnais ont beaucoup évolué aussi, ils sont beaucoup plus fiables. C'est vrai que tout ce matériel-là, depuis quand même pas mal d'années, a énormément évolué, et ce qui fait aussi la qualité des sauvetages aujourd'hui quand il y a du souci sur l'eau. Donc moi, je retiens surtout effectivement l'adaptation du matériel, les vêtements forcément aussi, puisque en mer d'Irlande, on est quand même dans des eaux froides et qu'il faut effectivement arriver à être très bien équipé si possible, même si on est trempé. Moi, j'ai un souvenir aussi des moyens qui ont été mis en place. Forcément, on a su une fois arrivé à terre qu'il y avait un dispositif important qui avait été mis en place pour récupérer tous ces marins à l'abandon. Exceptionnel, oui. Ça aussi, ça a beaucoup progressé. C'est tous ces enseignements, toutes ces courses-là ont permis d'être beaucoup plus rapide, plus effectif. Surtout aujourd'hui, on a des moyens de communication beaucoup plus importants. Mais c'est une expérience qui m'a plutôt endurci et surtout révélé peut-être aussi des attitudes à avoir ou à transmettre à des équipages plus jeunes dans la difficulté. Vous, Alain, l'enseignement majeur de cette aventure du Fastnet 79, vous avez continué à naviguer par la suite, j'imagine, vous avez dû y repenser souvent. Qu'est-ce que vous en retenez? C'est que je me suis arrêté de faire de la voile en 81 parce que j'ai eu deux filles que j'ai initiées à la voile, mais en croisière. Et après, en, en 2011, j'avais un J122 et on a fait tous les Fastnet jusqu'en 2019 avec mes filles à bord. Et pour moi, le J36, si j'avais eu, heureusement que j'avais ce bateau parce que j'aurais eu un autre bateau, je serais retourné, j'aurais eu des problèmes. On avait un bateau qui avait un rapport de lest suffisant, pas très large comme bateau, assez long et très marin. Donc si tous les bateaux avaient été de ce type-là, je crois qu'on n'aurait pas entendu parler du Fastnet. Oui, mais c'est vrai que il y a eu un avant et après Fastnet sur la conception des bateaux. Vous parliez tout à l'heure des bateaux, de la difficulté de remonter les hommes à bord. Bon, les bateaux aujourd'hui ont des arrières ouverts, sur la solidité des bateaux, sur la protection des descentes, etc. Les progrès, comme nous le disait Jacques, ils sont considérables. Avec le recul, Jacques, il y a aussi, on n'a pas parlé de la météo, mais du retard d'annonce, évidemment, du mauvais temps sur cette course-là. Avec le recul, en tant que directeur de course, des histoires comme celle du Fastnet 79, elles pourraient avoir à nouveau lieu. Il y a eu quand même en 1998 un Sydney Hobart également très meurtrier et très violent. Est-ce qu'on est à l'abri aujourd'hui de ce genre de catastrophe? Effectivement, aujourd'hui, les bulletins météo, les prévisions sont beaucoup plus fiables et surtout beaucoup plus importantes que l'on avait à cette époque-là. À cette époque-là, une fois parti, on arrivait à capter quelques bulletins météo par Conquer Radio ou autre, ou par de la HF, mais c'est vrai on est très vite démuni de renseignements précis, alors qu'aujourd'hui, effectivement, un cas comme ça est beaucoup plus prévisible entre guillemets, bien que ça soit des dépressions d'été qui se creusent sur place sans beaucoup évoluer. Donc c'est ce qui nous a surpris tous, c'est-à-dire que cette dépression-là à l'époque, elle n'était pas très évolutive, mais elle se creusait durement sur place, et ce qui a généré une mer très difficile. Euh, Avec les moyens météo que l'on a, les prévisionnistes et les bulletins qui sont quand même de plus en plus précis,
un coup comme ça, logiquement, en tout cas, on le voit un peu venir, ou en tout cas, on peut donner déjà une préalerte. Et c'est vrai que les moyens de communication, même sur l'eau, aujourd'hui, sont plus puissants pour aussi éventuellement mettre une course entre parenthèses s'il le fallait. À l'époque, on savait pas trop en montant en mer d'Irlande sur le Fastnet. Je pense qu'on a tous été largement surpris par la violence de cette dépression. Chose qu'aujourd'hui, quand même, on a quand même des moyens beaucoup plus performants pour voir venir un cas similaire. Une dépression qui, le rapport l'explique très bien, qui lorsque la course s'élance de cause, est encore à seulement 1006 hectopascales au niveau des Bermudes, et qui en fait s'auto-alimente et traverse l'Atlantique à une vitesse incroyable, et vous tombe littéralement dessus. Ça c'est manifeste. Mais ce rapport du ROC aussi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il conclut quand même que reporter le départ dans des cas comme ça n'était pas forcément la bonne solution. Vous en pensez quoi, vous, Jacques Arès, en tant que directeur de course aujourd'hui? Non, le report aurait pas été mieux, je pense, parce que c'est vrai qu'on est parti dans d'excellentes conditions de l'île de Wight, et on a été saisi en mer Celtique, mer d'Irlande. Le report n'aurait pas changé grand-chose. Ou alors il aurait fallu le reporter énormément, ce qui est rarement le cas. Donc reporter de 24 heures le départ, je pense pas que ça aurait suffi à faire éviter ce coup de vent qui était quand même très conséquent sur la mer d'Irlande. C'est vrai que c'est des situations délicates qu'on retrouve assez rarement quand même l'été, heureusement, mais il faut s'en méfier. Des pressions d'été, elles sont souvent actives et sans évolution, sans déplacement important. Donc elles se creusent sur place, et ce qui fait la difficulté de l'esquiver. Très bien. On arrive au terme de cette émission, de ce chapitre 2 du roman du Fastnet. On a même un peu dépassé le temps. Merci, messieurs, pour vos souvenirs et ces récits poignants de sauvetage de cette terrible édition 79 qui, pour vous, se sont bien terminés. Je vous donne rendez-vous au mois d'avril pour un nouveau chapitre de ce roman du Fastnet. Et je vous rappelle que l'association Arrivée Fastnet Cherbourg vous donne rendez-vous du 20 au 29 juillet pour célébrer les arrivées sur le village de la course à Cherbourg en Cotentin. À bientôt. À bientôt. Merci à tous les deux. À bientôt.